J'ai réalisé cette vidéo dans le cadre de mon travail de maturité qui porte sur les femmes héroïques. J'ai voulu présenter ces vidéos afin que chacun puisse s'inspirer du courage de ces femmes. Ce qui m'importe, c'est que chacun puisse se rendre compte que tout être humain, avec ses moyens et son vécu, peut agir pour s'aider et aider les autres. Au travers de ce travail, je me suis rendu compte de l'importance de la rencontre humaine qui permet de soulever le voile et de découvrir les richesses de chacun. En ce siècle de réseaux sociaux, je voudrais vous dire que l'héroïsme et le courage ne sont pas des concepts réservés à des personnes célèbres ou visibles, mais que chacun, à son échelle, peut faire preuve de courage ou même d'héroïsme. Je m'appelle Clémence Bodoc, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle.com et j'ai 31 ans. Aujourd'hui, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle.com. C'est un magazine en ligne pour les jeunes femmes. Je le décris comme un féminin de société, c'est-à-dire que c'est un magazine généraliste qui aborde tous les sujets, y compris des sujets d'actualité et de société. On prône sur Mademoiselle la liberté de choix de tout le monde et l'égalité des droits entre tous les individus. C'est pour ça que je fais ce job en fait, c'est parce que les valeurs de ce magazine sont complètement alignées sur les miennes. Il y a un événement en particulier qui a, je pense, complètement modifié le cours de mon existence. C'est quand j'avais 15 ans. Il y a le Rotary Club, qui est un club de profession libérale, qui est venu dans mon lycée faire une conférence pour présenter leur programme d'échange à l'étranger. Donc le principe du programme, c'était le Youth Exchange Program. Ils envoient des adolescents vivre 1 an à l'étranger. Il s'est passé un truc dans ma vie qui m'a fait dérailler. J'étais lancée sur les rails d'une carrière. J'étais partie pour suivre une évolution de carrière dans une grande entreprise française. J'étais auditrice interne dans un très grand groupe français et j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais c'était très difficile, l'ambiance de travail était très dure et j'ai fini par faire un burn-out. C'était très long pour moi d'accepter ce qui s'était passé, de comprendre comment j'avais pu en arriver là. Et c'était un sentiment d'échec extrêmement lourd pour moi. Je pense que j'avais jamais vécu ça avant. J'avais jamais vécu un moment où juste ça marche pas et je dois abandonner. C'est comme ça en tout cas que je le sentais, je le ressentais. Ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, c'était le plan pour lequel j'avais travaillé, le plan que j'avais lancé, le plan dans lequel je vivais. Ce plan s'est fait et je n'ai pas de plan B. Donc je dirais que mon burn-out, c'est vraiment l'événement qui a provoqué une sortie de route. Et dans un endroit où il n'y avait pas de route. Et ça m'a vraiment obligée à réfléchir à quel sens donner à ma vie, quel sens donner à mon travail, les valeurs qui me sont chères et qui me permettent de tracer une ligne directrice dans ma vie. Je dirais que j'ai plutôt des convictions. Je suis très attachée à la justice. Je pense que je ne pourrais pas évoluer dans un environnement où des injustices sont perpétuées. En fait, c'est pour ça que je suis devenue végétalienne, parce que c'est juste une mise en cohérence entre ce que je pense, mes convictions, mes valeurs, la justice et mes actes. Respect, tolérance, justice, je pense que c'est les points cardinaux de ma vie. Je pense que quand tu as des valeurs ou des convictions et que tu as l'ambition de vivre en cohérence avec ces valeurs et ces convictions, c'est une mise en... C'est une introspection permanente, c'est un défi permanent. Oui, je veux vivre dans un monde plus juste. Et qu'est-ce que je fais au quotidien pour faire en sorte que le monde soit plus juste? Alors il y a déjà mettre en cohérence mes actions avec mes convictions, c'est ce que je viens d'expliquer, mais il y a aussi comment je contribue à répandre ça. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi un job dans l'écriture, qui au départ est une passion, c'est vrai, mais je pourrais très bien continuer à écrire toute seule dans mon coin, des textes que je ne montre à personne, ne pas m'exposer à la critique, ne pas être challengée en fait, ne pas progresser, parce que du coup personne ne me critique, donc pourquoi est-ce que je ferais mieux? J'allais pouvoir développer une influence,
Donc contribuer à diffuser des idées qui me sont chères, auxquelles je crois et que j'ai envie de confronter au plus grand nombre. Et tout en essuyant bien sûr le revers de la médaille de tout ça, c'est des critiques évidemment, des attaques parfois, des menaces parfois aussi, mais c'est le prix à payer en fait quelque part. Donc c'est au quotidien, pour répondre à ta question, c'est au quotidien que quand tu décides de vivre d'une certaine façon, chaque fois que tu ne respectes pas ton propre contrat, ça s'en ressent. Je me contrains moi-même au quotidien en fait, à sans arrêt toujours essayer d'être une meilleure version de moi-même. Ce qui m'aide à tenir dans la durée, c'est le sens des choses. Je suis capable d'en chier, ouais, en fait. Je suis capable de souffrir dans le travail, dans l'adversité, dans plein de situations, si je sais pourquoi je suis là. Et si la réponse à pourquoi je suis là, c'est toujours parce que j'ai choisi, parce que j'ai envie d'être là. Et quand t'as comme ça des convictions fortes que t'as envie de défendre, j'ai presque envie de dire quand t'as besoin de les défendre, c'est ça le moteur en fait, c'est ça qui permet de trouver la force de continuer à affronter tout ce que tu as en travers de toi, les épreuves, les insultes, la démotivation. Et j'ai toujours eu besoin d'avoir un sens, de mettre un sens sur les choses que je faisais. Je pense que le courage ou l'héroïsme sont accessibles à tout le monde, qu'on a tout ça en nous. Dans la vraie vie, si on attend que Spider-Man descende de la Statue de la Liberté pour sauver le monde, on va attendre longtemps et on sera tous morts. Parce qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour nous sauver. C'est une pression folle de se dire que je suis libre de mes choix, donc je suis responsable de mes choix. Et pour moi, la notion de courage ou d'héroïsme, c'est tout simplement accepter ça. Accepter qu'on a le pouvoir sur nous-mêmes, on a le pouvoir sur nos vies, et tout ce qui nous arrive, c'est grâce à nous. Et tout ce qui ne nous arrive pas ou qui nous arrive de mal, c'est pas forcément à cause de nous, mais quelque part on a les moyens parfois de l'éviter. Et quand on ne peut pas l'éviter, on a les moyens d'en sortir. Quand on ne peut pas en sortir, on a les moyens de l'affronter. Et moi je me raccroche à ça, parce que sinon c'est insupportable de vivre en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes pour le courage et l'héroïsme? Alors, j'ai deux réponses à cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un gène du courage qu'on a ou qu'on n'a pas, il n'y a pas un gène de l'héroïsme. Dans les faits, il y a une différence parce qu'il y a une différence dans l'éducation. Un petit garçon, on lui dit « Oh bravo, t'es courageux, c'est bien, tu pleures pas, t'es courageux ». Et on encourage ça chez les garçons, de prendre l'initiative, de se lever, de courir partout, d'occuper l'espace. Et on n'encourage pas ça chez les filles. Au contraire, on le réprime même un petit peu. C'est sois sage, sois gentil, ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas. Et du coup, on grandit avec des représentations différentes. Et ça demande beaucoup plus d'efforts, je trouve, quand on est une meuf éduquée dans ce système-là, de prendre conscience du pouvoir qu'on a. Je pense que j'avais plein de limitations en tête dans mon esprit, une idée préconçue de ce que je pouvais ou pouvais pas faire. Beaucoup de gens me disaient ce que je pouvais ou ce que je ne pouvais pas faire. Et un jour, j'ai fini par comprendre, progressivement, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui sait ce dont je suis capable, c'est moi. Et c'est pareil pour vous. Je m'appelle Bibiane Kata. Je suis née dans les Franches-Montagnes, dans un petit village qui s'appelle Les Bois, et j'ai vécu dans ce village jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, je suis retournée dans les Franches-Montagnes, au Noirmont, pour travailler dans une fabrique de montres qui s'appelle La Pronto. Et c'est de là que je suis partie comme laïque missionnaire durant 3 ans en Guinée-Conakry, avant de m'engager comme religieuse missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Et là, j'ai été envoyée au Congo, RDC, République démocratique du Congo, Kinshasa, où j'ai vécu durant plus ou moins 35 ans. Déjà à l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon papa, il est décédé, et puis à 12 ans, ma mère. Et du jour au lendemain, j'ai été séparée de mes 4 sœurs,
3 sœurs et 2 frères. Et je me suis retrouvée dans la famille de mon oncle jusqu'à mes 15 ans. Et bien sûr, ça a été comme un tsunami dans ma vie. L'événement qui a été décisif dans ma vie, c'est celui d'être allée à l'IFIM, l'Institut de formation humaine intégrale, en 1999. C'est là que mes supérieurs m'ont proposé de suivre l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal en vue de pouvoir aider les personnes qui sont traumatisées par la guerre. J'ai tout de suite accepté, non seulement parce que je ne connaissais pas trop cet institut, mais j'avais eu dans ma communauté une sœur qui avait suivi une année cet institut et elle m'avait beaucoup aidée dans le travail que je faisais dans la promotion féminine avec des groupes de femmes. Il y a beaucoup de valeurs qui me sont chères, hein? C'est surtout la dignité de chaque personne. Et je vois qu'il y a comme un fil rouge dans ma vie que je définirais comme ce désir que chaque personne puisse être fière de ce qu'il est et puisse vivre debout. Peut-être je l'ai cette valeur depuis la mort de ma maman à l'âge de 12 ans. Elle m'a laissé ça comme valeur, je crois. Arriver à se débrouiller par soi-même, arriver à faire sa vie et à être reconnu, digne de ce que l'on est. Et je peux dire que en RDC, Congo, j'ai eu toujours ce souci pour les personnes qu'elles puissent être debout, qu'elles puissent faire les choses sans moi. Si je peux leur transmettre un apprentissage, mais qu'elles puissent le réaliser ensuite toutes seules. Aujourd'hui, j'ai à continuer à transmettre mon héritage. Et c'est ce que j'ai voulu faire d'une certaine manière en écrivant ce livre pour que la vie l'emporte. Ce que j'ai pu vivre comme richesse les 10 dernières années de ma vie missionnaire avec l'approche de la restauration des forces vitales humaines dans l'expérience traumatique, où j'ai contribué à détraumatiser plusieurs femmes et jeunes filles violées. La notion de courage et d'héroïsme, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je vois que chaque personne est unique et a vécu quelque chose d'unique. Toute son histoire est unique. Il y a des circonstances qui font qu'on peut avoir plus ou moins de courage. Tandis que l'héroïsme, je me dis, on ne cherche pas à devenir héroïque. On l'est par des circonstances, souvent des événements qui sont arrivés et qui font qu'une personne devient héroïque d'une certaine manière et est reconnue comme telle par l'autre. C'est les autres qui peuvent reconnaître qu'il y a de l'héroïsme dans notre vie. Elles arrivaient chez moi toutes courbées, toutes honteuses. Elles n'osaient pas me regarder et elles se culpabilisaient très fort. Et avec l'approche de l'IFIM, j'ai pu les aider à se différencier de leur agresseur. Je le faisais ainsi, je leur demandais, mais quand il a voulu te prendre, qu'est-ce que tu as fait? Souvent, elles me disaient, mais je n'ai rien fait. Alors je disais, regarde bien, tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit, tu t'es débattue. Oui, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. J'ai pris l'enfant, j'ai essayé de fuir. Et je dis, à qui appartiennent toutes ces actions? À moi. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a battue, il m'a jetée par terre, il m'a violée. À qui appartiennent ces actions-là? À lui. Alors je lui demandais, mais qui doit avoir honte? Toi qui t'es débattue ou lui qui t'a jetée par terre et qui t'a violée? Alors elle voyait d'une certaine manière par elle-même que elle n'y était pour rien, que ça ne leur appartenait pas. C'était comme un déclic qui se faisait et elle commençait à me regarder.
dans les yeux. Avant, elle n'osait pas me regarder. Et là, elle commençait à me regarder dans les yeux. Ensuite, je leur demandais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta honte maintenant? Jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle la laisserait de côté. Alors ça m'encourageait pour ne pas les laisser tomber quand je voyais les bons résultats que ça donnait. Parfois, je les retrouvais dans la rue et je leur demandais « Comment vous allez ?» Elles me disaient « Depuis ce jour-là, c'est fini, tout va bien, j'ai repris mes activités comme avant. » Une fois, j'ai eu à interviewer, ou à pas interviewer, mais à accompagner plusieurs femmes qui avaient vécu des atrocités. Mais c'était tellement horrible, atroce, que le soir, je n'arrivais plus à dormir. Tout me remontait. J'ai dit, ouf, voilà que tu es aussi traumatisée. Et demain, il y aura des femmes, une dizaine en tout cas, qui vont revenir et tu devras les aider. Et tu n'auras pas dormi, tu seras fatiguée, tu ne pourras pas le faire. Dors, Bibiane. Mais je n'y arrivais pas. Je prenais les moyens qu'on m'avait donnés à l'IFIM, c'est-à-dire faire des exercices de contraction et décontraction pour déloger ça de mon corps pour que je puisse dormir, mais ça n'allait pas. Alors, j'ai décidé de l'écrire. Je me suis levée, j'ai tout écrit. Ça coulait de source. Et j'ai dit, il faut que le monde sache, je vais le publier, je vais le diffuser. C'est pas possible que ces atrocités continuent. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai pu dormir. Alors c'est pour te dire que, bon, je ne peux pas dire que c'est un acte d'héroïsme, hein, mais ça a été comme un sursaut en moi pour aller plus loin, pour pouvoir continuer à les accueillir.